Écoutez, c'est déjà dès que le Maroc a pu savoir officiellement qu'il organisait des événements sportifs, que ce soit la Coupe du Monde ou la CAN, les effets psychologiques sont fondamentaux dans la décision d'investissement. Et donc, les effets déjà de ce point de vue-là qu'on ressent dans un regain de confiance. Bon, il y a la bourse de Casablanca qui est un peu la jauge de cette confiance. On voit des progressions, grâce à Dieu, régulières d'année en année. Mais au-delà, mais c'est formidable ce qu'a fait le Maroc. Il y a eu des infrastructures incroyables, des infrastructures sportives, des infrastructures, le reste, les aéroports, les routes, les ports, etc. C'est tout cela qui fait que l'effet d'entraînement sur l'économie réelle ne se sont pas encore totalement fait sentir. Tellement c'est un effet induit qui va se ressentir sur la durée, jusqu'en 2030 et au-delà. C'est un regain de confiance des Marocains en leur capacité de faire parfois des miracles, je vous assure. Les délais d'exécution des stades, le drainage extraordinaire qu'il y a eu. Il y a eu des gens visionnaires qui ont pu, selon les meilleurs standards internationaux, équiper des stades de football de systèmes de drainage, comme s'ils anticipaient qu'il y aurait des averses. C'est exceptionnel. Et que les stades ont pu être absolument praticables. Tout ça, c'est des leçons que le Nord est en train de tirer du Sud que nous représentons. Donc, et vous avez eu la gentillesse d'être avec nous au moment où nous interviewions son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon. Et vous avez écouté ses appréciations. Il parlait de cette symbiose, etc., et de ses bienfaits pour l'Afrique. Absolument. Et c'est ça ce qui est formidable, c'est que il y a l'ensemble des pays africains présents ou pas s'approprient la CAN Maroc 2025. Le savoir-faire marocain est un savoir-faire africain. Chacun peut se reconnaître dans ce qu'a fait le Maroc. Il l'a fait avec ses propres ressources. On le sait, par exemple, les stades ont été construits par les sociétés marocaines. Mais au-delà, le fait qu'au plus haut niveau de notre pays, notre souverain, que Dieu l'assiste, ait donné cette impulsion africaniste fait que chaque Marocain se sent plus qu'africain que jamais. Et donc, tout ce qui a été fait pour la CAN, en fait, c'est chacun des pays africains, chacun des 54, pas seulement les pays qui ont participé, peuvent le ressentir. Et nous sommes la vitrine. Nous sommes la vitrine, pas seulement sportive, pas parce que nous sommes la meilleure équipe d'Afrique, pas parce que nous avons les meilleurs joueurs africains, mais nous sommes une vitrine dans tous les sens du mot. Je pense que, sans chauvinisme, le modèle marocain de développement mérite d'être enseigné dans les universités, dans les écoles, en tant que, précisément, une voie, sage, bâtie sur des visions de long terme. Elle n'est pas basée sur des calendriers politiques électoraux. C'est des visions de long terme qui sont données au plus haut niveau et qui permettent à ceux qui gouvernent au jour le jour d'être dans un chenal, dans un océan parfois agité, mais d'être dans un chenal. Ils savent où se trouve le cap. Et c'est parce que tout cela que nous recueillons les fruits, par exemple, au niveau sportif, de ce qui a été investi auparavant, l'Académie royale Mohammed VI, dans tout ce qui a été fait. Ce n'est pas venu sui generis comme ça. Donc, nous sommes une référence et nous sommes très fiers de ça. En tant que Marocains, au-delà de toutes les responsabilités qu'on peut avoir. Sébène Djeloun, quand on parle des IDE, c'est-à-dire les investissements étrangers au Maroc, on pense aux investissements européens, aux investissements d'autres continents. Est-ce que la CAN pourrait justement cette occasion pour ouvrir la porte aux investisseurs africains au Maroc? Il y a des corridors d'investissement afro-africains qui méritent d'être davantage promus. C'est-à-dire le fait d'avoir fait prendre conscience à certains pays, notamment, j'imagine, anglophones, qui connaissent assez mal notre pays, où il y a quand même des fortunes. Il y a aussi des investisseurs qui n'ont comme cap que l'Europe ou les États-Unis ou l'Asie pour investir. Le Maroc peut représenter ce réceptacle parce que l'on montre qu'il y a une capacité d'exécution.
Nous ne sommes pas dans le discours, nous ne restons pas au niveau des slogans. Nous avons montré noir sur blanc la capacité du Maroc, grâce à, encore une fois, une vision royale, grâce on le sent en tant que citoyen, je n'y suis pas impliqué, mais on le sent, mais les banques sont impliquées aussi quand même. Mais je dirais cette collaboration, les Marocains ont été unis pour réaliser tout ce qui est en train d'être réalisé. Et le simple fait aussi d'accueillir au sens propre et figuré, c'est-à-dire d'accueillir avec générosité, avec hospitalité, c'est cela qui fonde aussi la confiance d'un investisseur étranger pour considérer le Maroc comme destination d'investissement. C'est un pays véritablement attractif, aimable. C'est un pays où on a envie de revenir. Et d'ailleurs, ça sera des indicateurs qu'il va falloir suivre. Tous ceux qui sont venus au Maroc, quelle va être leur capacité de reconsidérer, revoir le Maroc. Et qui prennent même la décision d'y rester. D'y rester, ou d'acheter, pour ceux qui le peuvent, de considérer avoir des résidences secondaires, ceux qui de plus en plus considèrent que c'est là où leurs enfants vont étudier. Parce que nous avons, là aussi, on le voit à travers des universités, bien entendu, l'université Mohamed VI Polytechnique, on a l'université Euromed de Fès, on a l'université Al-Akhawaïn. Je vous assure, j'ai la chance d'être administrateur de l'université Euromed, mais c'est exceptionnel ce qui est en train de se faire dans nos universités. Et ça tutoie véritablement les meilleures universités dans le monde. Et d'ailleurs, les classements, on le sent dans les classements de nos universités, dans le ranking des universités en Afrique et bientôt de plus en plus au monde. On passera un exemple de quelqu'un qui a quitté la France. Il est d'origine ghanéenne et qui a quitté la France pour s'installer au Maroc, et il explique pourquoi. Mais ça, on le verra à la fin de notre émission. Pour l'heure, vous parliez de vitrines, de ces stades avec leur système de drainage, avec leur technicité incroyable, qui ont prouvé au monde le savoir-faire marocain. Mais votre groupe, ainsi que d'autres banques, sont aussi une vitrine bancaire. Mais absolument. Voilà. Et vous aviez pris très tôt votre bâton de pèlerin pour aller expliquer le Maroc à des pays subsahariens. Aujourd'hui, ce sont eux qui viennent chez nous et qui voient de leurs propres yeux ce que l'on fait. Ma question par rapport au secteur bancaire. Alors, le bénéfice d'abord direct, beaucoup de change, de devises, etc. Absolument. Et indirect, j'en parlais un instant. Alors, au niveau, je dirais, de l'activité, nous avons, et les chiffres le montrent, on a déjà évoqué le 1 million additionnel de touristes. Donc tout ça arrive avec des devises, il y a du change, etc. Et nous avons une vingtaine de millions de touristes qui ont été enregistrés en 2025. Je crois que nous étions à 10 millions en 2013. C'est le doublement, donc c'est exceptionnel. Il y a au niveau du système bancaire tout leur savoir-faire en termes de monétique, de TPE, en termes de QR, les QR codes, en termes de cashless, des cartes sans contact. Mais également, et c'est là où nous devons de plus en plus être vigilants, nous Marocains, nous banques, bien entendu, c'est tout ce qui concerne les aspects de conformité, de KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire de tous ces éléments qui sécurisent davantage les transactions. Donc, il faut faire attention à la fraude, etc. Mais ça, c'est inévitable pour toute ouverture. Car, en fait, notre capacité, les banques, mais pas seulement, tous ceux qui auront connu des pics d'activité devront pouvoir transformer ces tests que représente la Cannes en une tendance permanente et dire j'ai été confronté à des situations de stress dites de pic compte tenu des volumes d'activité qui se sont multipliés, il va falloir que j'en fasse quelque chose dans la durée. Nous avons vu et nous verrons après le 18 janvier toutes les répercussions, encore une fois, one shot, mais également durables. Mais nous le verrons également, plus on va approcher 2030, et au-delà avec la Coupe du Monde. On va avoir la Coupe du Monde des clubs en 29, on va avoir la Coupe du Monde. C'est véritablement, je dirais, cette décennie 20 qui va, et je dirais qu'il y aura au-delà de la décennie 20, qui va être une décennie dorée pour le Maroc, parce que, encore une fois, moi je retiens quelque chose de très fort, les Marocains ont plus que jamais confiance en eux, et pas seulement dans leur équipe nationale. C'est véritablement la confiance dans sa culture, dans sa civilisation, dans sa derija, dans sa musique, dans ses habits, dans sa cuisine. Et ça n'a pas de prix. Vous savez, dans les livres manuels, j'ai fait un doctorat en économie, mais
cet homo economicus, cette espèce d'homme rationnel n'existe pas. C'est un homme psychologicus qui est très sensible aux émotions. Moi, j'ai envie de dire, il va sortir un Maroccoanus, comme on dit, c'est-à-dire pour utiliser le latin, qui est optimicus. Et ça, obtenir que les Marocains deviennent optimistes pour le présent et leur avenir, c'est formidable. C'est un gain considérable qui alors va conditionner toutes les décisions, tout ce que vous verrez derrière procède de cette psychologie où on est plus fort parce qu'on est plus fier de ce que nous faisons, on est fier de nos institutions, on est fier de notre roi, on est fier de notre peuple et on est fier, Inch'Allah, on sera fier également de notre équipe nationale. Sibn Jelloun, vous avez parlé de cet afflux touristique, vous avez parlé de la dynamisation des achats. Est-ce que cela pourrait avoir un impact direct sur la liquidité ? Sur la liquidité. Alors écoutez, si bien entendu... Surtout que ces 3 dernières années, on a beaucoup parlé de crise de liquidité. Tout à fait. Non, vous savez, quand il y a des devises qui rentrent, et le Maroc a une réserve de devises que souvent le Walid, notre banque centrale, évoque, l'office d'échange publie, etc., qui est, grâce à Dieu, relativement confortable. Nous allons très probablement avoir encore une amélioration de ce fait-là. Mais, encore une fois, il ne faut pas croire que nous sommes dans une crise de liquidité. Au contraire, nous sommes dans un système liquide, robuste, dans un système bancaire qui a foi, encore une fois, dans son présent, dans son avenir, du fait aussi de ces banques qui ont pris le pari, dont Bank of Africa, qui, comme vous l'avez dit, déjà quand elle est banque publique, mais encore davantage depuis qu'elle est privatisée, a fait de l'Afrique le cœur de sa stratégie. Et ça, on le voit à travers les Africains subsahariens qui sont dans nos effectifs. La fierté, ils appartiennent à Bank of Africa. C'est la banque de l'Afrique. Avec d'autres banques. Et nous avons d'autres banques également, Tijari, Wafa Bank, BCP, qui ont une stratégie africaine qui honore. Nous avons également des sociétés cimentières, nous avons la société Télécom, Maroc Télécom et tout celles, Orange, etc. On évitera de parler de marque. Mais alors, il y a bien sûr cet afflux massif de visiteurs, etc. Il y a un test grandeur nature pour le système bancaire marocain. Vous nous dites c'est porteur de risque, mais on a réussi le test. Bien sûr. Alors, tous ceux à qui nous avons parlé de différentes nationalités se plaignent un peu de la pluie, mais ça c'est normal. Mais personne ne nous a dit j'ai manqué de cash ou une banque. Voilà. Il y a eu des directives qui ont été portées par les autorités de régulation, mais également par la communauté bancaire, par la corporation, pour permettre les alimentations régulières de tous ces TPE. Il se passe des pics comme ça d'activité à l'occasion des fêtes, l'Aïd el-Kibir notamment, et l'Aïd Srel, etc. Mais là aussi, personne ne peut réellement, durablement se plaindre qu'il y ait eu des difficultés de ce point de vue-là. Et ça, c'est une mobilisation, encore une fois, de toutes ces banques, de toutes les parties prenantes. Parce qu'il y a aussi des prestataires qui viennent aider les banques. Tout l'écosystème était à la hauteur et a réussi sa canne. Absolument, vous avez raison. Chaque Marocain s'est senti, je le ressens, investi d'une mission pour faire réussir cette dans sa dimension. Sibn Jelloun, vous avez parlé de la digitalisation et justement, c'était un levier lors de cette canne. Alors, comment vous avez accompagné cette dynamique? Écoutez, surtout en matière de sécurité. Alors, les outils technologiques, les outils financiers technologiques sont là. Des événements comme la Cannes permettent d'en éprouver leur robustesse, permettent de précisément s'assurer que les outils, cette fois-ci de vigilance, pour prévenir les fraudes, marchent. Et c'est le cas. Grâce à Dieu, nous n'avons pas connu jusqu'à lors une quelconque difficulté. Donc les banques, encore une fois, parce qu'elles ne se sont pas préparées pour la Cannes, ce sont des stratégies qu'elles mènent durablement et qui font que peut-être que pendant cette période, il peut y avoir des pics, mais elles ont connu les pics, je lui dirais au niveau des fêtes religieuses, les pics aussi, le Covid a été une épreuve considérable pour le système financier en général, pour les banques, le fait d'avoir permis les prestations aux populations telles qu'elles ont été décidées, ça aussi, ça a été des moments extrêmement importants où l'on a
effectivement éprouver la robustesse des dispositifs mis en place. Donc grâce à Dieu, on n'a pas de mauvaises surprises jusqu'alors que Dieu nous préserve. Alors, je pose aussi la question parce que nous avons aussi des choses à apprendre de nos amis d'Afrique subsaharienne. Le M-Payment, Oui. moi, bien sûr, et quand je voyage dans certaines capitales subsahariennes, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus développé qu'au Maroc. Vous avez raison. Nous sentons d'abord l'Afrique de l'Est. C'est là où ça a été véritablement... mais le wallet n'a encore moins de... Je dirais pas suffisamment... mais encore une fois... C'est notre prudence quelque peu qui freine la cadence. Non, je pense qu'il y a encore cette disposition au cash qui est très prégnante. Et d'ailleurs, souvent, j'imagine, les parties prenantes des autorités, mais aussi les acteurs, je dirais, attirent l'attention sur le fait que nous avons encore une culture populaire au sens le plus noble, où le cash joue encore du rôle. Mais le sens de l'histoire est là. Vous savez, quand vous avez des projets évoqués d'une monnaie centrale numérique, c'est tout cela. Ce sont un certain nombre de jalons qui vont venir, que peut-être l'organisation d'événements sportifs qui vont arriver vont accélérer. Moi, je pense... qui fréquente les stades? C'est toutes les couches de population, mais c'est aussi des populations parfois pas suffisamment bancarisées, pas suffisamment dotées. Et je pense que, comme vous le dites, madame, cette digitalisation est un outil d'inclusion financière. C'est pour ça que je dirais cette politique de contribuer à l'inclusion financière est importante à travers des outils comme cela. Sibine Jeloun, parlons du Maroc comme étant un modèle à diffuser aujourd'hui, il faut le dire, à diffuser en Afrique, pour l'attractivité du secteur bancaire. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la conjoncture internationale, le système bancaire à l'international, il est fragilisé? Est-ce que cela n'a pas été aussi un facteur qui a renforcé l'attractivité de ce système? Nous sommes, quand on voit ce qui se passe à travers le monde, nous avons, je dirais, quand on regarde, les gens de l'extérieur parlent de l'Afrique, il y a un pays qui leur saute aux yeux, c'est le Maroc. Je dirais au-delà, c'est vrai qu'il y a eu quelques tensions, des crises dans certains de pays, même frères, au sud du Sahara, mais le Maroc représente encore une fois un havre de stabilité. Un havre de stabilité, pas seulement politique, mais un havre de prévisibilité de ce qui est en train de se faire. Et c'est pour ça que c'est très important quand on parle d'une vision de long terme, d'une vision inspirée des orientations royales. C'est très important parce que vous ne risquez pas d'avoir une réversibilité d'une ouverture. Vous avez vu les annonces faites, par exemple, concernant les dotations de change. Nous avons quasiment chaque année, j'exagère, mais en tout cas régulièrement, un office d'échange qui déclare que les dotations au voyage, les dotations aux études augmentent. C'est un signe de confiance considérable. Considérable. Et c'est ça, je crois, qui fait la particularité du Maroc. Et si vous y ajoutez, et c'est ça ce qui est extraordinaire, vous avez le PIB, c'est vrai, nous avons un PIB qui représente ce qu'il représente, mais de plus en plus, ce genre d'agrégat est remis en cause pour y ajouter le capital immatériel qui est extrêmement important dans ce pays et qui fait que donc, quels que soient tous les fondamentaux économico-financiers stricts que des analystes pourraient faire, il y a toujours cette espèce de goodwill qui arrive pour considérer que le Maroc vaut davantage que ce que n'affichent ces chiffres. Et c'est ça qui est formidable dans ce pays. Et des événements comme la Cannes viennent encore davantage renforcer. Et cette vision qui est tracée dans le court, le moyen et le long terme. Nous avons la Coupe du Monde 2030 qui arrive dans l'enchaînement de ce qu'on a vécu dans cette Cannes. Chaque Marocain maintenant se met à rêver, mais que pourrait être encore une Coupe du Monde. Et moi je vais peut-être aller au-delà de la Coupe du Monde. Vous savez, quand notre souverain a annoncé cette initiative de l'Afrique Atlantique, mais vous avez un projet pour des décennies. Tout à fait. L'Afrique Atlantique du Maroc à la Namibie, et avec cette volonté de désenclaver les pays sahéliens, mais c'est un projet de développement extraordinaire. Je suis sûr que la réalisation de ce genre de projet va bouleverser les théories de développement qui ont été, je dirais,
qui sont éculés et qu'on a ronronné dans les universités. Je crois qu'il y a de quoi faire au-delà de 2030. Parce qu'il peut y avoir, encore une fois, du concret. Et du concret. Absolument. Et la Cannes a offert au monde, et vous l'avez si bien dit, son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur et tous nos invités le disent, le Maroc a des choses à montrer. Absolument. On sort des discours et des bonnes intentions et des vœux pieux pour montrer, voilà des stades qui ne se sont pas noyés contre la même ampleur d'averses bloquerait un stade européen, par exemple. Et quand vous avez cette initiative, comme je disais, de l'Afrique Atlantique, de l'Alliance de l'Afrique Atlantique, quand le Maroc parle de Dakhla, quand il parle de Nord-Ouest, quand c'est pas bon, d'accord, on va voir. Non, c'est réel. Regardez Tangemet, sa progression aussi dans les rankings, dans les classements internationaux. Donc le Maroc a la vision et a l'exécution. Tout à l'heure, l'ambassadeur, souvent, on n'a pas les deux. De tout à fait. Et vous rejoignez parfaitement M. Alès Derré, que nous avions reçu ici aussi dans notre studio mobile, et qui parlait d'une vision royale, clairvoyante, qui trace le cap, et d'une exécution parfaite. Absolument. Remarquable. Une exécution qui vient de ce, je dirais, patriotisme chevillé au corps que chaque Marocain ressent dans les responsabilités qu'il exerce, qu'il soit du privé ou qu'il soit du public, qu'il soit dans les territoires ou qu'il soit au niveau national. Et ça, c'est, comme diraient les anglo-saxons, the secret sauce. C'est la sauce secrète du succès du Maroc. Et on l'a senti. Moi, je suis rentré au Maroc en 1990. J'ai senti cette forme, je l'avais en moi, mais j'ai senti cette formidable élargissement de ce sentiment, une jeunesse extraordinaire. Il faut qu'on s'appelle Z ou Y ou W ou ce que vous voulez, ça c'est une donne majeure. Et vous le sentez dans les stades de l'hymne national. Vous savez, on a à chaque fois on a les goosebumps, comme dirait, c'est-à-dire la chair de poule. À chaque fois, en vivant ces moments. Et en parlant des États-Unis, je suis fier en tant que Marocain de voir aujourd'hui que les Américains viennent voir comment prendre des leçons. Et ça, c'est formidable. Je viens, vous savez, j'ai eu la chance de passer quelques jours, une dizaine de jours aux États-Unis. Je viens d'en rentrer il y a 3 jours. Et nous avons été à un des stades, avec mon petit-fils, un des stades là où joue Messi, en Floride. Et je lui ai dit, Habibi, mon chéri, regarde ce stade. Tu vas voir le stade du Maroc quand on va aller le voir. Et c'était le stade de Miami, c'est là où joue Messi. Ils sont en train de construire un nouveau stade. Mais je suis sûr, ça n'aura pas... Donc il y a de quoi être fier aujourd'hui. Il y a de quoi véritablement très très fier. Monsieur Benjeloun, vous avez parlé du système bancaire. Certes, c'est un système qui inspire confiance aujourd'hui à l'international. C'est un système qui est solide. Alors, maintenant, parlons de la Bourse de Casablanca. Vous, président de la Bourse de Casablanca, est-ce que vous l'avez présenté dans cette dynamique d'exposition comme vitrine pour pouvoir attirer des investisseurs africains? C'est un travail de longue haleine qui ne s'arrêtera pas avec la Cannes et qui ira au-delà. Vous savez qu'il y a un projet de connexion entre les bourses africaines qui est extrêmement important, qui a été mené depuis quelques années, qui a besoin, pas simplement du fait du Marocain, nous sommes tout de même actifs en tant que Bourse de Casablanca, mais qui a besoin d'être que d'autres partenaires. On dit « it takes two to tango », il faut être 2 pour faire le tango. Là, j'ai envie de dire, il faut être plusieurs pour faire la danse de cette connexion entre les bourses. Donc, il y a cette volonté que les investisseurs, comme je disais, du Nigeria, il y a 6 bourses qui sont maintenant connectées entre elles, dont la Bourse de Casablanca. Il y a encore une mobilisation, j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion d'un sommet de l'Africa Finance Industry Summit. Il y a un travail collectif qui doit être fait entre les acteurs, entre les régulateurs, entre plusieurs parties prenantes. Un peu à l'image de ce que le Maroc a réussi de faire quand on est la main dans la main pour réussir des choses. Mais la Bourse de Casablanca, pour cet aspect d'attirer des investisseurs africains, il y a un dispositif qui existe. Par exemple, on parlait tout à l'heure du cash, des paiements instantanés. Il y a un système qui s'appelle PAPS, qui est le système instantané qui a été créé par l'Afreximbank, qui est la banque africaine du commerce extérieur, et qui, là aussi, a débuté, où le Maroc est partie prenante. Donc, il faut se dire, il faut être patient. Pour ce genre de projets panafricains, ce sont des projets panafricains, il faut avoir le souffle long. Ce n'est pas des coups de fusil. Et donc,
nous sommes sur la bonne voie. Ce qui est certain, c'est que l'Afrique, on l'a senti, je vous disais dans ce dernier sommet African Finance Industry Summit qui s'est déroulé à Casablanca en novembre, on a senti une prise de conscience année après année, parce que le Maroc a aussi organisé la précédente session, où les Africains, les financiers africains ont conscience qu'il y a un destin commun entre les financiers africains, qu'il y a des chantiers pas à lancer, qui sont déjà lancés, qu'il faut accélérer. Et donc, je suis très optimiste, et pour la bourse, et pour d'autres dispositifs, pour que, Inch'Allah, vous pourrez réinviter des gens qui seraient à ma place dans 15 ans, dans 10 ans, pour dire oui, nous avons mis en place ceci, ça fonctionne, etc. Et la bourse de Casablanca est un outil de financement alternatif. Absolument, et c'est un outil, elle connaît une activité exceptionnelle en termes d'introduction en bourse. Il y a encore un opérateur qui a annoncé, je ne vais pas le citer, qui allait introduire au cours de ces quelques années 6 introductions. On a eu des introductions en bourse, je dirais à 10 jours près. C'est extraordinaire, ça ne s'est pas vu depuis extrêmement longtemps. Donc il y a une dynamique. Encore une fois, tout ça participe d'un sentiment d'optimisme foncier. Et puis, très important, les Marocains, je dirais personnes physiques, ont repris confiance dans la bourse. Et ça n'a pas de prix. Parce que ça ne doit pas être une affaire que d'institutionnel. Ça doit être une affaire entre guillemets populaire. Et là aussi, on a eu, à travers les dernières introductions, un nombre extrêmement important de souscripteurs privés. Optimisme, c'est le mot que l'on retient pour notre équipe nationale. La question qu'on aurait dû vous poser, la première, comment vous vivez cette CAN? Et bien sûr, je m'attendais à cette question. Alors j'ai pensé que les sentiments pouvaient être résumés dans les 8 lettres de football. D'abord de la fierté, on en a dit. L'optimisme, on en a parlé. L'osmose que les Marocains vivent entre eux, quelle que soit la couche, grand-mère, petite-fille, grand-père, etc. Le thé de transe, on a été en transe. Moi, j'ai été dans le stade, mais c'est extraordinaire. Les gens se perdent un peu il y a aussi le baie du bonheur que nous ressentons après une victoire, qu'on voit dans les rues, dans les voitures, les trucs, les klaxons, etc. Je dirais là, l'africanité, on en a parlé tout à l'heure, l'africanité que nous ressentons chacun d'entre nous. On ne dit pas, oui, on est Marocains, bon, les Africains. Non. On va, d'autres pays africains, on est fiers pour d'autres pays africains. Et je le disais, je vous assure, quand on est sur un stade, on oublie tout, lâcher prise, le L de lâcher prise. Magnifique. Lâcher prise émotionnelle, on se laisse aller. Et tout ça grâce, et c'est le dernier L de football, au leadership royal, grâce à Dieu, à tout ce qu'il nous permet de vivre. Oui, le leadership royal. Donc le Maroc demain, Inch'Allah, il passera.